l'information économique est devenue un enjeu géopolitique aujourd'hui. Les données économiques en temps de guerre, non seulement baissent en qualité, mais en plus, elles sont instrumentalisées par les diverses parties prenantes. Hein. Donc, on a une difficulté particulière en ce moment à analyser la trajectoire économique de la Russie, et d'ailleurs aussi celle de l'Ukraine, du fait même du conflit, hein, et de la nouvelle donne que cela entraîne en matière de diffusion d'informations. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous donner un exemple, mais on a quelques exemples possibles sur la situation actuelle de la Russie qui illustrent ça. Alors, je vais passer sur le contexte pré-guerre, parce que ça va, c'est pas fondamentalement important, indiquer simplement qu'effectivement, on avait une reprise économique d'ensemble à laquelle la Russie ne faisait pas exception. Mais la diapo suivante permet de montrer comment la guerre elle-même a introduit un nouveau contexte, une nouvelle situation tout à fait particulière. Je vais distinguer les effets directs sur l'économie de la Russie de l'entrée en guerre et des effets qui sont spécifiques au système financier, parce que c'est le système financier qui a été particulièrement touché par la guerre et par les sanctions. Et vous noterez que j'essaie de distinguer ce qui relève de l'entrée en guerre par elle-même et ce qui relève des sanctions des pays occidentaux à l'encontre de la Russie. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que très souvent, tout est ramassé dans la question des sanctions. Or, je crois qu'il y a un intérêt à distinguer la question de l'entrée en guerre et la question des sanctions. Je parle ici de la Russie. Hein. D'abord, en Russie même, comme dans tous les pays du monde, la révision des perspectives d'avenir à partir du moment où la menace nucléaire est brandie à un niveau qu'on n'avait jamais connu depuis la crise des missiles de Cuba, change complètement. Et donc, cette révision des perspectives d'avenir, elle a un impact sur les décisions. Elle a un impact sur les décisions économiques de tout un chacun, que l'on soit ménage ou que l'on soit entreprise. Et on s'en rend compte parce qu'à partir du moment où la tension est devenue vraiment très très forte entre l'Ukraine et la Russie, quand la Russie, par exemple, a reconnu les républiques autoproclamées séparatistes, lorsque, avant l'entrée en guerre, Vladimir Poutine a obtenu l'autorisation de mener une opération militaire spéciale, voilà, on a commencé à voir un certain nombre de réactions économiques assez immédiates, et ceci alors que les sanctions n'étaient pas encore celles qu'elles sont devenues plus tard. Donc, par exemple, des flux internationaux ont été interrompus à court terme ou réduits fortement, des flux d'exportation, d'importation, des investissements directs étrangers, les financements qui vont avec, tout ça est stoppé ou modifié par le simple fait qu'il y a une perspective de conflit militaire. En Russie même, le risque géopolitique s'est matérialisé assez rapidement. D'abord, la révision des projets par les entreprises et ensuite le comportement des ménages qui s'est fortement modifié. On a observé quelque chose d'assez intéressant. D'abord, une surconsommation qui était liée à des produits dont les ménages pensaient qu'ils allaient manquer à l'avenir. Donc, il y a eu, notamment sur des biens durables en provenance de l'Occident, une surconsommation extrêmement importante. Et puis ensuite, à fur et à mesure que la situation de conflit se précisait et la question de la chute du rouble se précisait aussi, les ménages ont surconsommé des biens alimentaires, hein, des biens alimentaires stockables. Disons que ceci a été un des éléments qui a précipité des ruptures d'approvisionnement. C'est des phénomènes que l'on rencontre assez souvent, mais qui sont tout à fait manifestes pour ce qui est de la Russie au tout début de la période. Alors, ceci dit, le premier touché de l'ensemble des sous-systèmes de l'économie russe, c'est le système financier. D'abord parce que la monnaie, c'est un baromètre extrêmement labile, extrêmement volatile de la confiance dans l'autorité de la part des différents agents économiques. C'est le lien entre le présent et le futur. Et lorsque le futur se brouille ou devient extrêmement difficile à décrypter, eh bien, la monnaie s'en ressent.
Les marchés financiers sont en général les premières caisses de résonance des anticipations. Ils anticipent en permanence, c'est leur fonction. Ils réagissent de manière beaucoup plus rapide que le reste de l'économie à la situation de guerre. Et donc la première phase des effets directs de la guerre, c'est une fuite des capitaux et un affaiblissement de la monnaie, un peu comme on avait vu pendant la guerre du Vietnam en 68, où le dollar avait été affaibli de manière définitive en fait par ces sanctions, ou même en Serbie avec l'hyperinflation de 95. Ok, on peut passer à la suivante, merci. Ensuite, on arrive aux sanctions. Et vous voyez, je tiens à distinguer ces éléments-là, même si dans la temporalité, ils sont très, très fortement reliés. D'abord, il faut rappeler que les sanctions préexistaient à la guerre, préexistaient à l'invasion. Donc, on avait des sanctions qui portaient sur des personnes. Il y avait un certain nombre, une liste de personnalités qui étaient touchées par des sanctions sur leurs avoirs, sur leur possibilité de visiter des pays occidentaux. Mais vous aviez aussi des sanctions financières, c'est-à-dire le fait que, par exemple, certaines grandes entreprises ou grandes banques ne pouvaient pas accéder à des financements en dollars à des durées inférieures à 30 jours. Le secteur pétro-gazier était également touché par des sanctions, en particulier l'impossibilité d'obtenir des transferts de technologie de la part d'entreprises des pays les sanctionnant dans le domaine de l'exploration en grande profondeur ou dans l'Arctique, ou le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Et puis évidemment, tout ce qui était bien à double usage, on se souvient des Mistral, matériel militaire ou matériel pouvant servir à construire du matériel militaire tout en étant civil. Donc tout ça, c'était déjà sous sanction. À ces sanctions de 2014, se sont ajoutées immédiatement des sanctions qui ont étendu les sanctions financières antérieures, qui ont étendu la liste des personnalités sanctionnées. Mais ce qu'on a beaucoup retenu, et ce qui est à mon avis le plus important, c'est quand même deux sanctions tout à fait significatives. La première, ça a été de débrancher 7 banques russes du système SWIFT, qui est un système permettant d'authentifier les transactions bancaires et donc qui assure la confiance dans la contrepartie d'une transaction qui passe par une banque, et d'une part, et d'autre part, la Banque centrale de Russie, le prêteur en dernier ressort, qui ne peut pas accéder à une partie de ces réserves en devises, puisque celles-ci sont détenues dans des comptes de correspondance, dans des comptes en Occident, et que ces comptes sont gelés, et donc on ne met pas à la disposition de la BCR ces devises. À ce premier lot de sanctions immédiates, tout à fait inédites, s'est ajouté d'autres sanctions. Je n'ai pas du tout de liste exhaustive à vous proposer, mais simplement quelques exemples significatifs, me semble-t-il. D'abord, la fin de la clause de la nation la plus favorisée à l'OMC, ce qui affranchit en fait les pays membres de l'OMC de l'obligation de suivre un certain nombre de règles en matière tarifaire dictées par les règles de l'OMC, et en particulier le fait qu'il n'y ait pas de discrimination entre la Russie et d'autres pays membres de l'OMC. Donc ça, c'est une clause qui n'est plus d'actualité. Les États-Unis et le Canada qui annoncent la fin de leurs achats de pétrole et de gaz en provenance de Russie, une extension des sanctions SWIFT à 75% du système bancaire, donc cette fois-ci c'est plus 25 mais 75%, donc le système bancaire est plus largement déconnecté de SWIFT qu'initialement, et l'Union européenne qui annonce qu'elle s'oriente vers une réduction et, à terme, une suppression de ces achats de pétrole russe. Voilà les différentes sanctions. Les réactions des autorités russes à ces différents chocs, chocs à la fois liés à la guerre et à la fois liés aux sanctions, eh bien, ça a été pour essayer de limiter les fuites de capitaux qui étaient tout à fait importantes, je reviendrai dessus si vous le souhaitez un peu plus tard, la hausse des taux directeurs de la Banque centrale. Pourquoi une hausse à des niveaux aussi élevés? D'abord parce que l'ampleur des fuites de capitaux était très importante, et ensuite parce que justement la Banque centrale ne pouvait pas mobiliser autant de réserves qu'elle l'aurait souhaité, puisque ces réserves étaient gelées par les pays occidentaux. Donc il fallait utiliser un autre moyen qui est le taux directeur pour essayer de maintenir une certaine demande vis-à-vis du rouble. Les marchés financiers ont été en conséquence fermés longtemps. Quand ils ont rouvert à des niveaux extrêmement faibles, on le verra peut-être plus tard. Un contrôle d'échange extrêmement strict a été installé dans un pays qui avait jusqu'à présent une législation relativement libérale, et même très libérale quand on la compare aux autres pays des BRICS, par exemple. Et donc le contrôle d'échange, c'était sur 80% des exportations qu'il fallait revendre, donc dont les recettes en devises devaient être revendues à la Banque centrale de Russie.
les retraits en devises des particuliers sont interdits et pour les voyages d'affaires, on avait le droit de partir avec uniquement 5 000 dollars. Hein. Donc, vous voyez que les autorités restreignent les possibilités d'action des acteurs économiques privés, qu'ils soient ménages ou entreprises russes, pour limiter les flux de capitaux. Dans le même temps, une préparation, au moins dans le discours, à un défaut éventuel sur la dette souveraine en devise est annoncée avec l'idée que ce sera en roubles que seront payées certaines échéances de la dette publique vis-à-vis de l'étranger exprimée en devise. Alors, un point intéressant aussi, c'est que la Banque centrale de Russie a très tôt demandé, notamment aux banques de second rang, de ne plus diffuser sur leur site internet une information économique et financière complète, mais de continuer à lui envoyer les informations dont elle a besoin pour assurer le monitoring du système bancaire. Donc ça, c'est un des éléments qui illustre ce que je disais tout à l'heure en parlant de l'enjeu géopolitique de l'information économique. Là, on voit comment rapidement les autorités russes ont pris la mesure de cette question en interdisant en fait la diffusion d'informations privées qui habituellement l'étaient sans aucun problème par les banques russes. Et enfin, vis-à-vis notamment des ménages, mais pas seulement, un moratoire conditionnel, il fallait que les revenus aient chuté fortement sur les remboursements de prêts pour les ménages qui en ont besoin. Ensuite, ultérieurement, le rouble a été imposé, on en a beaucoup parlé, comme monnaie d'achat du gaz russe. Ensuite, les autorités se sont rendues compte, et ça j'en parlerai juste après, que la situation leur permettait de détendre progressivement les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt ont d'abord été détendus à 17%, et puis ensuite encore plus bas. De la même façon, le contrôle d'échange a été assoupli progressivement, avec mi-avril une fin d'interdiction absolue des retraits de devises des particuliers, mais un contrôle d'échange quand même relativement sévère. Et puis une remontée des plafonds de change autorisés pour les agents de 10 à 50 000 euros par mois. C'est des exemples qui illustrent la manière dont les autorités détendent petit à petit les contraintes qu'elles faisaient peser sur les libertés d'action de leurs agents économiques. Alors, pourquoi tout cela? Bien parce qu'en même temps, le système financier russe, il connaît une crise très violente, on va le voir, mais il s'adapte. Donc d'abord, j'en ai parlé dès le début, fuite des capitaux. La fuite des capitaux concerne pas uniquement les investisseurs étrangers, pas uniquement les non-résidents, elle concerne aussi les résidents, elle concerne des particuliers comme elle concerne aussi des entreprises. Et on a estimé à 64 milliards de dollars le montant des fuites sur le seul premier trimestre 2022. Alors évidemment, cette fuite forte des capitaux qui a connu une accélération après le 24 février, a entraîné une chute du rouble, qui a très fortement chuté dans les premières semaines, et dans le même temps, une très forte chute de la bourse de Moscou. Alors, juste un petit graphique. Donc, Stéphane, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur ce qui est, ce qui est souligné. Si vous cliquez sur la chute de la bourse de Moscou, voilà. Ça va arriver, j'espère. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez l'effondrement de la bourse du Moscow Exchange, avec la partie plate qui est le moment où la bourse est fermée. Mais vous voyez qu'ensuite, ça n'est pas remonté. Et on a une chute qui est tout à fait considérable, d'environ, enfin pratiquement 40% de l'indice. Voilà. Sachant que cet indice est composé de manière assez centrale par deux grandes catégories d'entreprises, les entreprises énergétiques et les banques. Donc pour revenir, il faut reprendre le lien source Market Insider. Je suis parti trop loin. Tac. Voilà. Voilà. On a eu, comme je le disais, une baisse forte des importations et des exportations. Je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui actualise ce que je vous indiquais de manière générale au début en montrant les effets de la guerre. Et puis un rapatriement d'actifs et d'avoirs des non-résidents, en particulier des entreprises qui décident de quitter le territoire russe, soit parce qu'elles sont sous pression des opinions publiques occidentales et que pour éviter les risques réputationnels, elles décident de quitter la Russie, soit parce qu'elles considèrent que
perspectives économiques de la Russie sont très dégradées et que donc il faut qu'elle quitte le marché. La deuxième phase, ça a été un processus d'adaptation. Alors justement, je parlais de baisse des importations et des exportations. Eh bien, en fait, il s'avère que la chute des importations était supérieure à la chute des exportations. Donc là, on peut cliquer juste sur le... Voilà. Pourquoi? Notamment parce que les prix du pétrole sont très élevés à ce moment-là. Les prix du gaz avaient connu des sommets à l'automne. Les prix du pétrole connaissaient une tendance à l'augmentation. Mais là, avec le risque géopolitique majeur provoqué par la guerre, avec le caractère un peu spéculatif également des marchés des hydrocarbures, qui sont des marchés assez largement financiarisés, eh bien, on a des pics et une très forte volatilité des prix du pétrole. Et ceci, combiné au fait que les exportations en volume baissent, mais pas très fortement, eh bien, entraîne une augmentation des recettes pétrolières assez importante pour la Russie, qui donc, du coup, en fait, il suffit de recliquer sur le lien. Mais comme je suis en... Comment dire? Comme je suis en... C'est pas grave. En partage, c'est pas facile. Attends, je vais retrouver les slides parce que je suis obligé de revenir sur les... Voilà, mais simplement, je continue dans le raisonnement. En fait, à partir du moment où on a une chute des importations supérieure à la chute des exportations, on a en fait un excédent de la balance des transactions courantes. Et cet excédent de la balance des transactions courantes, il entraîne un redressement du rouble, lequel est en plus favorisé par les restrictions dont j'ai parlé, qui sont liées au contrôle d'échange. Donc en fait, on a un marché du rouble qui se restreint, qui se contracte, parce qu'il y a moins d'activité sur ce marché, mais à l'intérieur d'un marché qui se contracte, on a une demande de rouble qui est alimentée par les rapatriements de recettes en devises et une offre de rouble qui est relativement faible parce que les importations chutent fortement. Donc, à partir du moment où le rouble se redresse, vous voyez pourquoi la Banque centrale peut détendre ses taux. Donc, on a également la possibilité pour la Banque centrale de détendre les taux d'intérêt. Également la possibilité, alors qu'il avait été annoncé que peut-être les échéances d'obligations souveraines en devises seraient payées en roubles, eh bien ça n'a pas été immédiatement le cas. Voilà. Et donc la Banque centrale de Russie a pu fournir les devises nécessaires pour le paiement des échéances jusqu'à aujourd'hui. On passe à la diapo suivante. Alors un point absolument fondamental, c'est l'inflation. Et l'inflation, en fait, il faut rentrer un tout petit peu dans le détail de la description de l'inflation pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe en Russie à ce moment-là. En fait, l'inflation, elle commence à être impulsée avant 2022. Je l'avais mis dans ma première diapo qui indiquait qu'il y avait quelques déséquilibres quand même dans la reprise économique de la Russie après la période Covid. Et parmi ces déséquilibres, il y avait le fait que la Banque centrale de Russie avait du mal à contrôler l'inflation. En fait, elle a augmenté 7 fois, je crois, ses taux d'intérêt directeurs en 2021, sans parvenir à réduire le taux d'inflation, qui a continué à augmenter jusqu'à atteindre 9,5% juste avant la guerre. Et la chute du rouble a provoqué une très forte accélération de l'inflation au mois de mars. Et vous le voyez sur ce graphique, qui est un graphique qui est donc reproduit d'une publication de fin mi-mai de la Banque centrale de Russie, où vous voyez que le pic inflationniste qu'on observe est essentiellement au mois de mars. Le mois d'avril, c'est là où vous voyez la petite inflexion, c'est-à-dire le petit ralentissement de l'inflation, mais qui reste quand même relativement élevé, qui suit le mois de mars. En fait, c'est au mois de mars que l'inflation a connu son accélération la plus franche, puisqu'on a eu pour le seul mois de mars 7,8% d'inflation, ce qui veut dire 140% d'inflation en rythme annuel. Donc il était évident que, sauf très grosse erreur de la part de la Banque centrale, ça n'allait pas continuer sur ce rythme-là. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée du changement de rythme. Le deuxième élément qu'on va passer, que je vais pas commenter, c'est la diapo 7. La diapo suivante, je ne vais pas la commenter. C'est la répartition régionale de l'inflation. Et ce que je voulais rajouter... Alors, pour l'instant, Julien, je pense que Stéphane est peut-être sorti de la réunion. Non, il est toujours là. En tout cas, on ne voit pas le slide au niveau du partage. D'accord. Mais bon, on n'a plus de diapo, là. On n'a plus de diapo.
C'est ça. Non, mais là. le texte, je suis là. s'il n'y a pas de diapo, c'est pas très grave. Je suis là. Voilà. Et voilà les diapos. Ah ben, enfin, j'ai pas vu que. Voilà, on y est. Ne bougez pas, on est là où il faut. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, la question, c'est quels sont les effets persistants, au-delà de ce que je viens de dire sur les effets immédiats, et quelles sont les projections que l'on peut faire. Alors, évidemment, c'est toujours très délicat, hein, cet exercice-là. Donc, simplement, ce que je peux dire, c'est que traditionnellement, et ça, on n'y coupera pas en Russie, il y a un phénomène d'hystérèse inflationniste, hein, c'est-à-dire de persistance des effets de l'inflation après l'impulsion initiale. Donc, ce qu'on a connu en mars, que vous n'avez peut-être pas vu dans le graphique, c'est quelque chose qui va exercer ses effets pendant un an. Même si aujourd'hui, on a une inflation qui, au mois d'avril, n'a été que de 1,5%, donc ça veut dire une inflation de peut-être quelque chose comme 16 ou 17% sur... non plus, sur un an. Voilà, on a une inflation qui, même si les prix devenaient à tonnes, restera importante. Et donc, cette inflation, elle va poser des problèmes tout à fait sérieux, hein, au-delà de l'effet un peu de panique du mois de mars. Les effets sur l'offre sont aussi très significatifs puisque il y a un problème d'approvisionnement en composants critiques. Bon, les exemples les plus documentés, ceux qui sont les plus commentés dans la presse, c'est l'automobile. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus aucune usine automobile qui fonctionne. Elles sont toutes à l'arrêt temporaire, hein, sans doute. Elles sont en train d'essayer de trouver des solutions de substitution, mais toutes les pièces détachées ont été épuisées. Et donc, voilà, les composants n'arrivent plus. Donc, les industries sont au moins très, très largement, si ce n'est en totalité, à l'arrêt. Pour l'armement, on a vu aussi hein, qu'il y avait des éléments qui tendaient à faire penser qu'il y avait d'énormes difficultés de renouvellement du matériel d'armement du fait des difficultés d'approvisionnement en composants critiques. Donc on voit que ceci est un peu la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres industries qui sont concernées, y compris l'industrie pétrolière. Hein. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qui est sans doute un peu moins problématique aujourd'hui, c'est la question de l'endettement en devise, qui est important, hein, puisque les entreprises sont assez fortement endettées en devise, et qui donc pouvait être potentiellement extrêmement critique si le taux de change du rouble restait à des niveaux très bas. Mais comme le taux de change du rouble est remonté, comme on l'a dit, cette question de l'endettement privé en devise est moins urgente aujourd'hui, mais elle pourrait se reposer si, pour une raison ou pour une autre sur laquelle je reviendrai, le taux de change revenait à plonger. Les effets sur la demande sont, à mon avis, sans doute, comme ça a été le cas d'ailleurs dans des crises précédentes en Russie, les plus sérieux, puisque ce sont des effets qui vont concerner 65% du produit intérieur brut. Hein. La consommation, c'est à peu près ça. Donc, on va avoir, du fait de l'inflation, une très forte chute du pouvoir d'achat des ménages. Si on compare à 2015, qui est la dernière année de crise forte en Russie et qui était consécutive à un enchaînement relativement proche de celui qu'on a aujourd'hui, mais moins fort, la consommation des ménages a chuté de 9% en une année à ce moment-là. Hein. Donc ça nous donne un ordre de grandeur de ce à quoi on doit pouvoir s'attendre pour 2022. Il y a de grandes chances pour que ce soit supérieur à ça, hein, que la chute soit supérieure à ça. Donc, la contraction de la demande va avoir des effets de second tour sur l'offre, hein, et donc va avoir un effet de dépression. Mais un autre élément important dans les projections, c'est le rôle de la rente, hein, puisque vous savez, la Russie est une économie rentière, une économie avec un régime d'accumulation rentier. On va avoir une chute de la demande intérieure, consommation comme investissement. On a observé une chute des importations forte. Mais la variable clé numéro 1, c'est les exportations et c'est de savoir quelle sera l'ampleur de la baisse. Pour l'instant, on a une baisse importante en volume, mais pas tellement en valeur. Hein. Par exemple, pour le gaz, on s'attend à une chute en valeur de peut-être quelque chose comme entre 5 et 10% sur toute l'année. C'est pas énorme, hein, mais c'est parce que vous avez deux effets contradictoires, un effet volume et un effet prix qui se compensent presque. Pour le pétrole, difficile de
voilà, de le prévoir précisément. Ça dépend de beaucoup de facteurs sur lesquels je reviendrai à la toute fin pour le schéma final. Puis la variable clé 2 dont je parlais, c'est l'inflation. Hein. Vous voyez que l'inflation, si elle reste aux alentours de 20%, elle va rogner à peu près sur une dizaine de pourcents sur le pouvoir d'achat des ménages, donc ça va avoir un effet dépressif, mais on peut imaginer des scénarios dans lesquels elle s'emballe à nouveau. Hein. Donc, dans tous les cas, on aura, pour l'instant, la Banque centrale de Russie prévoit une inflation comprise entre 18 et 23% sur l'ensemble de l'année, mais voilà, la fourchette peut s'ouvrir. Et enfin, les projections aujourd'hui qui sont faites aussi bien en Russie que dans les autres organismes occidentaux de conjoncture tablent sur une chute du produit intérieur brut de la Russie qui serait de l'ordre de 7 à 10%. On verra si cette fourchette est réaliste ou pas. Mais enfin, en tout cas, pour les informations que j'ai, je pense que c'est effectivement un ordre de grandeur qui est à retenir. Voilà, je voudrais terminer sur le moyen terme, c'est-à-dire au-delà de 2022, en proposant 3 scénarios extrêmement simples qui vont reposer sur 2 variables. La première variable la plus importante pour moi, c'est le devenir de la rente. Soit elle continue à court terme parce que les prix internationaux restent élevés et l'Union européenne ne se désengage pas fortement de l'achat de pétrole et de gaz auprès de la Russie, ce qui permet de limiter les dégâts. Donc, on dit qu'à ce moment-là, la rente continue à court terme, soit elle s'assèche pour plusieurs raisons possibles. Et donc, dans le cas 1, on peut cliquer. Dans ce cas-là, on n'a pas de crise systémique de la Russie. On a ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui, c'est-à-dire une récession inflationniste, hein, quelque chose qui va faire perdre du pouvoir d'achat aux ménages de manière significative, une augmentation de la pauvreté, mais pas quelque chose de complètement cataclysmique. Dans ce cas-là, ce que l'on est en droit d'attendre, c'est que l'État va prendre davantage de place dans l'économie russe, notamment pour soutenir les entreprises et les ménages les plus en difficulté. Donc on aura une extension des régulations d'État. Aujourd'hui, l'État n'est pas particulièrement présent dans l'économie, il est présent à hauteur de 40%. C'est pas complètement énorme quand on compare aux économies occidentales, par exemple, c'est dans les mêmes ordres de grandeur. Mais là, on aurait une extension qui pourrait aller au-delà. La deuxième grande variable, c'est une variable exogène, c'est quelle est l'attitude de la Chine, est-ce qu'elle intervient ou pas en soutien, et si elle intervient, comment. Donc, voyons un premier cas. Premier cas, la Chine intervient de manière forte, c'est-à-dire qu'elle compense le retrait relatif de l'Union européenne, hein, à tous les niveaux, hein, au niveau financier, au niveau de la demande de pétrole, au niveau de la fourniture de biens d'équipement, de biens de consommation, de technologie, etc. etc. Hein. C'est vraiment, je prends un scénario extrême. Eh bien, dans ce cas-là, on a une situation où on a une réorientation progressive de l'insertion internationale de la Russie, non pas sur le plan qualitatif, mais sur le plan géographique. C'est-à-dire qu'on a une Russie qui réoriente simplement ses échanges géographiquement en direction de l'Asie. Ce n'est pas facile, hein, ça n'est pas simple, c'est quelque chose qui prendra plusieurs années et qui se fera à coût non constant. Mais on continue. Dans ce cas-là, on a une Russie qui est rentière et qui est semi-asiatique, alors que pour l'instant, la Russie est quand même très largement européenne. Le deuxième cas, c'est le cas où la Chine intervient faiblement en soutien, c'est-à-dire qu'elle n'ose pas s'aliéner trop les Occidentaux, et donc elle intervient, elle prend quelques parts de marché, mais elle ne peut pas assurer l'équivalent de ce qu'assure la relation avec les Occidentaux aujourd'hui pour la Russie. Dans ce cas-là, on a un déclin socio-économique plus prononcé de la Russie, et une Russie qui reste rentière parce que la rente continue de marquer son régime, son modèle structurel de croissance, mais elle est beaucoup plus marginalisée au sein de l'économie mondiale. Le deuxième scénario, c'est un assèchement à court terme, soit parce que il y a vraiment une très forte action de la part des Occidentaux visant à couper les circuits actuels de financement de la rente par des achats de gaz et de pétrole occidentaux, soit parce que les prix
chutent. Pour l'instant, on n'a pas envisagé cette question, mais voilà, on peut imaginer que les prix chutent. Dans ce cas-là, là, on a une crise très très profonde. Et dans ce cas-là, je pense que cette crise très profonde, elle va conduire la Chine. Évidemment, l'État va devoir intervenir beaucoup plus, mais entraînant de nouveaux déséquilibres, et en particulier des déséquilibres sans doute inflationnistes si l'État ne peut pas s'endetter fortement. Et dans ce cas-là, la Chine, à mon avis, n'a pas d'autre choix que d'intervenir que faiblement. Parce que là, ça devient un fardeau d'intervenir en soutien de la Russie. Et donc, s'il y a à la fois un assèchement à court terme de la rente et à la fois une faible substitution par la Chine, alors là, vous avez une très très haute instabilité politique qui est à attendre, des défis majeurs de coordination et donc une instabilité tout à fait paroxystique. On aurait une Russie qui serait étatisée, qui dépendrait de la Chine et qui serait surtout extrêmement instable politiquement. Voilà, j'en reste là pour laisser la parole à Philippe. Merci Julien. Alors, je vais enchaîner sur ce qu'a dit Julien. Stéphane, est-ce que vous pourriez peut-être remettre juste le slide que je vais prendre pour animer, le slide unique. Donc voilà. Et on va quelques secondes. Et on va donc se repositionner après ce que nous a dit Julien sur l'aspect des entreprises, puisque finalement, nos entreprises ont à opérer dans cet environnement que Julien vient remarquablement de nous décrire, avec bien évidemment des difficultés qui sont particulières en fonction de leur typologie, de leur nature et de cette réalité. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est partir d'abord de ce qu'était le modèle existant avant le 24 février 2022, puisque le 24 février 2022, nous étions dans un monde où tout était possible encore. On faisait encore des acquisitions dans ce pays, c'est-à-dire ce pays, ça veut dire la Russie. On faisait aussi des acquisitions en Ukraine, on faisait aussi plein de choses. Et puis, à partir du 24 février, voilà, tout s'est arrêté pour les entreprises progressivement. Ça ne veut pas dire que le 1er mars, on ne faisait rien, mais enfin, c'est-à-dire que progressivement, les choses ont commencé à s'arrêter. Donc, petit rappel de l'état de l'existant, de ce qu'on faisait avant. La Russie, comme tous les pays présents, donc, et les pays dits post-émergents, et ça, je pense que Christophe pourrait nous l'expliquer presque aussi bien que moi, on pouvait exporter, faire des licences, faire de la franchise, des alliances, d'ailleurs. Renault a commencé en exportant, puis en faisant des alliances dans les années 90-95 avec le Marine Moscou, avoir des contrôles d'affaires et de filiales complètement contrôlés à 100%, et puis faire des acquisitions. Donc le cycle de vie, en quelque sorte, des entreprises étrangères en Russie, mais aussi dans d'autres pays, ça a été celui-ci, et ça aurait pu continuer à être celui-ci, avec des concentrations, avec des problèmes, avec des scandales, avec des succès, des insuccès. Enfin, ça, c'est le lot de tous les pays et de toutes les difficultés de ces grands pays à grand territoire et à des particularités de population très, très éduquée. À partir du 24 décembre 2022, on est rentré dans une forme de nouvelle réalité. Cette nouvelle réalité, elle a été un peu brutale, et je pense que les entreprises, qu'elles soient, comme je l'ai mis à gauche, des entreprises cotées, au CAC 40, SBF 120, ou alors cotées sur des bourses régionales à Bordeaux, à Lyon ou ailleurs, ou alors des entreprises familiales, qui sont aussi des entreprises cotées ou non cotées, des PME, des ETI, des entrepreneurs, des sociétés de private equity ou des coopératives, parce qu'il y avait aussi beaucoup de coopératives qui étaient présentes. Elles se sont interrogées sur la situation et sur ce qu'elles devaient faire. Interrogées progressivement, et certaines s'interrogent encore sur ce qu'elles devaient faire avec ce conflit qui était un conflit éthique, qui était un conflit très rapidement problématique pour l'image des entreprises et pour ce qu'elles percevaient sur
sur le retour. Alors d'abord, elles se sont interrogées sur leur trésorerie, elles se sont interrogées en premier lieu sur leur trésorerie, à savoir est-ce que finalement nous allons pouvoir récupérer nos créances. Et ça, je crois que ça a été vrai aussi bien en Russie qu'en Ukraine. Bien, si en Ukraine, la problématique a été non pas de s'inquiéter de ses créances, mais de s'inquiéter de son personnel, parce que les entreprises étaient déjà préparées à la conscription, à la mobilisation générale et au fait que le personnel était déjà mobilisé pour se battre. Donc, on a d'abord privilégié pour les grandes structures la protection du personnel et le déplacement des populations non mobilisées, c'est-à-dire essentiellement les femmes et les hommes de moins de 60 ans, pour les mettre dans des zones, dans des gens qui étaient dans le nord, on les a déplacés à Lvov, aux frais des entreprises, on les a hébergés, on les a mis en Pologne, etc. Donc la problématique en Russie était une problématique d'une autre nature. C'était non pas comment on va protéger nos entreprises, mais comment on va protéger finalement notre volant d'affaires. Et là, je pense que d'après ce qu'on a pu observer dans notre tour d'observation des conseillers, là, en fonction de la différence des métiers et de la différence des entreprises qui sont dans notre panel, c'est que la réaction entre un groupe coté, une entreprise familiale, une PME ou un fonds, une coopérative n'est pas du tout la même. Et même encore aujourd'hui, on l'observe. On observe que un groupe comme Renault, prenons des exemples qui sont publics, a mis pratiquement 2 mois avant d'annoncer son retrait. S'ils ont mis 2 mois et demi avant d'annoncer leur retrait, c'est-à-dire que ce retrait a déjà été préparé bien en amont. C'est pas parce qu'il a été annoncé il y a 2 mois après le début de la crise qu'il n'était pas préparé par une structure qui était le comité des risques du conseil d'administration. Donc, toutes les entreprises cotées SBF au CAC 40 ont mobilisé pour la cause les conseils d'administration, le comité des risques et le comité d'audit. Je crois que c'est une particularité qu'on a ici dans les entreprises, dans les grandes entreprises, c'est que l'apanage de la gestion de la crise n'a pas été uniquement du ressort du comité exécutif ou du patron de pays local, mais ça a été, et ça reste, une véritable problématique de conseil d'administration. Je vous invite à relire le communiqué de presse de Renault qui dit le président du conseil d'administration, après accord et validation de l'ensemble du conseil d'administration, annonce les mesures suivantes. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du directeur général uniquement, mais on parle du conseil d'administration qui valide la direction, la décision de la direction générale. Bon. Et donc là, les comités des risques ont compris qu'il n'était pas possible de rester dans un pays qui attaquait finalement la valeur et l'image de l'entreprise. Donc, c'est le monde des grandes entreprises cotées. Et là, moi, je suis excessivement clair. Certaines entreprises restent, certaines entreprises sont parties. C'est d'ailleurs très difficile d'ailleurs de démontrer pourquoi certaines restent et certaines partent. Mais en tout cas, la recommandation donnée par les membres du conseil d'administration aux dirigeants est bien de partir. Alors, est-ce que l'implémentation de de cette recommandation sera faite par les dirigeants sur la recommandation du conseil d'administration, c'est un autre combat. Mais en tout cas, c'est véritablement la séquence. La deuxième chose, c'est l'entreprise familiale. L'entreprise familiale, elle est liée à des investissements sur la Russie qui sont différents, qui sont des investissements avec une temporalité qui n'est pas une temporalité boursière, mais qui est une temporalité de génération. C'est-à-dire que si finalement on a fait des investissements en Russie, est-ce qu'on va réduire les dividendes pour maintenir l'investissement? Est-ce qu'on va prendre sur le patrimoine pour pouvoir continuer à financer certaines opérations? Est-ce qu'on va faire un write-off ou est-ce qu'on va penser à maintenir quelque chose pour le transmettre à la génération suivante?
Moi, ce que j'observe en parlant avec beaucoup d'entreprises familiales, c'est que unanimement, dans le grand secret de la gouvernance familiale et dans la grande discrétion d'entreprises familiales qui passent généralement complètement sous les fourches des journalistes, les entreprises familiales sont restées en Russie. Et les entreprises familiales ont décidé de rester en Russie. Alors, le plus emblématique, bien sûr, c'est le groupe Muliez avec Auchan, c'est public, mais il y en a d'autres, de très très belles ETI qui sont restées parce qu'elles ont fait de gros investissements fonciers et que finalement, elles se disent, dans certains cas, en restant, à 10 ans, nous serons gagnants. Voilà. À 15 ans, nous serons gagnants. Il est bien évidemment qu'une entreprise cotée ne peut pas réagir de la même manière, puisqu'il y a une notion de cours de bourse, de stakeholder, de name and shame, hein, qui vient vous dénoncer, et donc l'effet n'est pas le même. Donc, ce qui est vrai pour une entreprise familiale ne peut pas être la même chose pour une entreprise cotée. Ensuite, nous avons une question qui est existentielle et qui est réelle, et qui, même dans l'entreprise familiale, fait débat. J'ai assisté à un retour un débriefing d'un conseil d'administration d'une entreprise familiale que je ne peux pas citer, et je ne peux pas dire non plus le secteur, mais ce que je peux partager avec vous, c'est cette entreprise familiale qui doit faire 600 millions d'euros, qui est présente en Russie, a un désaccord profond entre la G2 et la G3, c'est-à-dire entre ceux qui ont bâti et pris la décision d'aller en Russie et en Ukraine, et la G3 qui arrive au pouvoir, qui a 30 ans, et qui est au conseil d'administration, et qui considère que c'est immoral et que ce n'est pas éthique et qu'il faut partir. Et donc la discussion familiale, l'arbitrage de la famille, n'est pas uniquement la protection du patrimoine, mais aussi une question de débat entre de l'intergénérationnel sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui pose, encore une fois, un cadre de réflexion complètement différent et intéressant pour des travaux de recherche. Mais bon, c'est un peu tôt. Mais on voit bien ici qu'il n'y a pas de vérité réelle sur ce qui est fait. Puisque là, on est plutôt dans une conversation d'actionnaires de contrôle, qui ne sont pas forcément d'accord entre eux sur ce qu'ils vont faire, même si au dernier ressort, c'est quand même la G2 qui décide sur la G3. Donc cette nouvelle réalité, elle nous conduit à une forme de résilience de l'entreprise et à s'interroger et à vivre finalement une guerre en Ukraine qui détruit des vies et puis qui en même temps touche, Julien l'a dit de manière assez directe, complètement les marchés automobiles, tous les sous-traitants automobiles, toutes les ETI françaises dans le secteur des sous-traitants automobiles aujourd'hui sont terriblement affectés parce que les chaînes et les usines ne tournent pas. Donc, dans les scénarios qui sont envisagés et dont on peut parler, ils sont finalement de trois natures. D'abord, la sortie ou le write-off, c'est-à-dire le fait de se dire on abandonne tout, on a fait un investissement, cet investissement, il a une valeur dans les livres, mais enfin, en même temps, c'est un risque, on n'en veut pas pour des questions plus réputationnelles ou autres, on l'oublie, on le provisionne, on passe une énorme provision, et c'est fini. Une sortie via ce qu'on appelle des local LBO. Alors, la dernière date d'hier, hein, puisque c'est public. C'est donc une filiale d'EDF, d'Alkia, hein, qui sort pour 3 millions et demi d'euros. C'est une toute petite filiale, hein, à son management local. Sa filiale russe. Donc, c'est-à-dire que c'est l'équipe de direction locale qui va porter cette petite filiale de Dalkia. Il y a un précédent toujours public et intéressant, c'est le cas de Schneider Electric, puisque Schneider Electric, qui devait faire à peu près 1,7% de son chiffre d'affaires en Russie, un peu moins de 2%, il me semble. Je crois que ça doit tourner autour des 250 ou 300 millions d'euros.
Même chose, communiqué de Schneider Electric, l'entreprise, la filiale, est reprise par son management local. Donc, c'est l'équipe de management qui fait une sorte de LBO, en fait, en quelque sorte, sur la filiale de Schneider Electric. Alors, quand on fait une forme de LBO, on n'a pas accès, on ne peut pas commenter ce qu'il y a comme pacte d'actionnaires, ce qu'il y a comme montant d'évaluation, ce qu'il y a comme prise de risque, etc. Mais enfin, c'est bien évidemment qu'est-ce qu'il y a comme méthode d'évaluation de cette affaire. Mais enfin, c'est en tout cas une épine du pied qu'on retire pour les grands groupes, puisque les grands groupes ne peuvent plus, doivent étanchéifier, je pense que c'est le terme correct à employer, étanchéifier le plus possible leur situation vis-à-vis du marché russe pour des questions de sanctions qui sont devenues très fortes, qui font que toute la compliance gouverne en ce moment les décisions qui peuvent être prises pour une entreprise. Et donc, la cession à LBO, via LBO à du personnel local ou à une partnership locale est une bonne solution, car elle permet quand même de maintenir l'emploi, car je vous rappelle que la France était l'un des premiers employeurs en Russie et que il y a quand même une responsabilité sociétale pour les entreprises françaises, pour les entreprises européennes d'ailleurs, qui est de maintenir quand même les salariés et l'emploi qu'ils ont en Russie. Donc, on le voit bien, il y a ce balancier terrible entre le fait de étanchéifier et décloisonner le business russe pour certaines entreprises, et puis pour d'autres, c'est de ne pas changer. C'est-à-dire que pour d'autres, au contraire, la décision est prise de rester, bien sûr, de comprendre ce qu'on peut faire avec les sanctions, d'essayer de s'adapter avec toute la créativité humaine et de l'intelligence humaine, aidée par des juristes qui vont aider à trouver les failles ou qui vont trouver le système de pouvoir opérer et de maintenir finalement l'entreprise. Donc L'Oréal, Danone n'ont pas pour l'instant annoncé du tout de retrait de Russie et continuent à opérer, ce qui est aussi une forme de réalité. Alors, ça pose quand même des problèmes. Ça pose un problème, à mon sens, un problème, je dirais, de responsabilité de l'entreprise, parce que, comme je l'ai déjà dit, la problématique n'est pas la même quand votre chiffre d'affaires en Russie est en dessous des 20% et des 15%, et quand votre chiffre d'affaires mondial est tel que la Russie ne représente pas plus que 2 à 5%. Donc, ce n'est pas du tout le même ratio. Donc, c'est une question d'exposition, finalement, au marché russe. Quand il y a 2% ou 3%, c'est beaucoup plus facile, finalement, de se retirer que quand certains groupes, comme Danone, sont autour des 10-12. C'est public, vous prenez les comptes, vous le trouvez, donc ça ne pose pas de problème de le dire. Donc là, on a un problème qui est autre, qui est de dire que ces 10 à 12% que représente la Russie, soit on les passe tout de suite en provision, ce qui a certainement été fait par les comités d'audit, mais enfin en tout cas, si on les supprime et qu'on ne les réalise plus, il faut les retrouver quelque part. Ceux d'entre vous qui gèrent des PNL ou des comptes d'exploitation savent ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous perdez 10 à 15% de contribution à votre PNL, il faut les retrouver quelque part. Il faut les retrouver sur un pays, il faut les retrouver en croissance externe ou sur vos OPEX. Donc en fait, c'est un peu ça la problématique et l'équilibre des groupes ou des PME qui sont très exposés pour certaines aussi, c'est de se dire que d'abandonner un business en Russie qui était un business très rentable, eh bien, c'est mettre complètement l'équilibre du groupe en danger, ou en tout cas avoir des conséquences sur l'emploi en Europe ou en France, ce qui ne veut pas être le cas. Alors, là-dedans, il y a deux paris. Il y a un premier pari, c'est de se dire que on va avoir un conflit qui va
s'arrêter et aller vers quelque chose de diplomatique. Je pense qu'on n'en prend pas aujourd'hui quand on dit ça le chemin. Et puis il y a un deuxième pari qui est de se dire, eh bien, on va rester dans le temps long, mais malgré le temps long, le marché local russe, tel que nous l'a décrit Julien, restera un marché en valeur rouble opérable. Toute la question sera de savoir comment transférer finalement ce profit qui sera fait du marché rouble et comment le faire remonter quelque part, ce qui n'est pas le but d'ailleurs pour l'instant, mais en tout cas comment pouvoir alimenter ou auto-alimenter une entreprise sur les années qui viennent à partir du moment où il n'y aura plus de remontée de dividendes possible pour les groupes qui ont pris la décision de rester. Je crois que c'est ça en fait le choix, c'est que les entreprises qui resteront devront s'auto-alimenter, s'auto-financer sur la base du marché intérieur et sans aucune possibilité de recapitalisation des maisons mères, puisque là on retrouve finalement sur un problème de sanctions et d'étanchéité. Voilà. Donc, on est vraiment là dans des décisions qui sont des décisions complètement différentes en fonction de la typologie de nos entreprises et qui s'expliquent, je pense, aussi par peut-être des champs de contribution, des champs de patrimoine et des champs aussi d'engagement. Alors, il reste là-dedans la question éthique et la question du name and shame, et j'en finirai là. La question du name and shame me semble très intéressante à creuser, et c'est presque encore un peu tôt. Beaucoup d'entreprises ont été dénoncées de continuer à opérer en Russie, et on peut le comprendre quand on se met à la place de nos amis ukrainiens, de dénoncer les entreprises. Voilà. Alors, le point, c'est qu'il faut bien comprendre qu'une entreprise, ce n'est pas un État. Donc, ce n'est pas un pouvoir politique dans le sens où l'État, finalement, fait une politique, des relations bilatérales, etc. L'entreprise doit se maintenir et décide de se maintenir dans des territoires qui ne sont pas forcément des territoires très éthiques ou avec un haut niveau de démocratie. Donc ça, c'est le choix propre, de l'entreprise. Et quand elle est exposée finalement à une notion de name and shame, elle a l'habitude, parce que elle est très souvent exposée à des courants d'activisme qui viennent la secouer. Elle est très souvent dénoncée aussi par les pouvoirs publics en ne se comportant pas bien sur certains domaines. Je pense par exemple au délai de paiement pour les fournisseurs. Vous souvenez-vous de cette histoire du délai de paiement aux fournisseurs quand notre président actuel était ministre des Finances à Bercy. Il y a eu toute une série, on a mis en avant un certain nombre d'entreprises dans le domaine des télécoms qui payaient mal, aussi dans les questions de discrimination, etc. Donc ces questions de name and shame, je pense que l'entreprise, en tout cas les grandes entreprises l'ont intégré. Elles ne l'ont pas encore intégré, je pense, sur la guerre et sur ce conflit honteux, dégradant et épouvantable qu'on a que les Russes conduisent aujourd'hui en Ukraine. Mais en même temps, je pense qu'elles comprennent, pour celles qui ont pris la décision de rester sur le territoire, qu'à un moment ou à un autre, on sortira de la crise et que leur décision est d'y rester et qu'à ce moment-là, elles y retrouveront leurs actifs. Puisque c'est bien le problème, hein. On parle ici d'actifs industriels, on parle d'actifs immobiliers, et si on veut éviter une spoliation de ces actifs, il faut les protéger. Et c'est pas avec toute la bonne volonté des États européens que les États européens sont en capacité d'aller protéger les actifs des entreprises des États membres. Ce n'est pas l'État français qui peut protéger les actifs des entreprises françaises en Russie. Ce sont les entreprises françaises en Russie qui peuvent protéger leurs actifs.
Et voilà, c'est pour ça qu'on assiste finalement à cette double réponse, qui n'est pas très aisée, entre finalement des entreprises qui décident de partir, des entreprises qui annoncent qu'elles partent, mais en fait elles restent quand même à demi-mot, et puis des entreprises qui sont plus discrètes et qui restent en espérant un temps meilleur. Voilà ce que je peux vous dire.